Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Et pour faire cette analyse aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi deux personnes de la première brique. Adrien Combé, qui est responsable développement, et également Romain Sex, qui est chargé de projet chez la première brique. Bonjour. Bonjour, bonjour Laurent. Ben écoutez, merci d'être avec moi. Aujourd'hui, on va analyser le projet Les Teenies, projet qui sort un petit peu voilà, des autres projets que l'on peut trouver sur la première brique, d'où l'idée de justement de faire cet échange pour avoir un petit peu vos lumières sur le projet. Donc c'est une belle collecte d'un petit peu plus d'1 million d'euros. Ticket max par investisseur, bon, 100 000 euros, et puis un taux de 12%, sachant que sur ce projet-là, vous aurez la possibilité en tant qu'investisseur d'ajouter le code bonus, sauf erreur de ma part, donc le code LFL, si vous le souhaitez. Alors, je vous propose, Adrien et Romain, peut-être qu'on balaye la plaquette, c'est peut-être le mieux, je pense. Avec plaisir Laurent. Ça marche. Alors, je peux peut-être vous laisser peut-être introduire le projet. Donc, projet Les Teenies, donc qui concerne la mise en place de location courte durée sur des tiny house. Tout à fait. Alors, je vais prendre la main si tu veux, Romain. Donc, on accompagne ce projet qui, comme tu l'as dit, Laurent, sort un petit peu du cadre traditionnel des opérations qu'on peut présenter sur la première brique, parce qu'on n'est pas là pour accompagner une opération de marchand de biens ou de promotion immobilière comme on peut le faire habituellement, mais plutôt pour soutenir le lancement d'une activité, pas tellement le lancement, mais la production d'une activité qui a déjà été lancée et qui s'accroît de par la forte demande qu'ont reçue les fondateurs de My Little Invest, qui est du coup la société que l'on accompagne pour ce projet. Donc, en quoi ça consiste? On accompagne nos porteurs de projets qui vont installer des tiny house, donc des petites maisons à ossature bois, chez des particuliers en vue d'une exploitation en courte durée. Voilà. Et on est, à travers cette opération, amené à financer un certain nombre de tiny house qui vont être installés chez les particuliers suite à la signature de baux qui ont été reçus de par ses clients particuliers. D'accord. Petite question globale qui m'a été posée un peu plus, voilà, en prenant un petit peu de hauteur. Est-ce que justement c'est un souhait fort de la première brique de vouloir se diversifier sur cette typologie de projet, ou c'est juste l'opportunité ici, voilà, un porteur de projet qui vous a sollicité, ou d'ailleurs il y a plusieurs porteurs de projets aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment un souhait de se diversifier, d'aller au-delà de la promotion immobilière, du marchand de biens ou du refinancement de base? Alors, chez la première brique, on a un ADN que vous connaissez tous, qui est de démocratiser l'investissement immobilier en le rendant accessible à partir de 1 euro, en étant le maximum transparent auprès de notre communauté sur nos opérations, sur le suivi des projets. Et typiquement, on a trouvé que ce projet de Tiny House, il répondait parfaitement à l'ADN de la première brique. On va permettre à des particuliers de générer de la rentabilité locative en monétisant une partie de leur terrain, leur foncier, en donnant accès à des personnes externes de venir occuper une tiny house sur leur foncier, donc avec un sous-jacent immobilier et une logique de location en courte durée. Donc, c'était très pertinent pour nous de pouvoir étudier le financement de ce projet auprès de porteurs de projets qu'on connaît, qui sont basés à Lyon, qu'on a eu l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises et qu'on a déjà pu accompagner dans le passé sur d'autres typologies d'opérations, mais dans une autre activité tout à fait à part. D'accord. C'est très clair. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, donc la société est déjà lancée dans cette activité. J'imagine qu'elle a déjà peut-être installé quelques tiny house. Et là, on va passer donc à l'étape supplémentaire suivante, plutôt l'installation de 110 tiny house. Alors, a priori, il y aura deux collectes réalisées, une première pour 55, les 55 premières, et une deuxième collecte par la suite, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, il y a 110 tiny house qui sont précommandés auprès de la société du groupe qui va fabriquer ces tiny house. Elles vont être installées en 2 temps, avec d'abord une première livraison de 55 premières tiny house répondant aux premières demandes. On a des baux qui ont été signés tout au long de l'année 2024, c'est détaillé dans la fiche de présentation. Et en termes de délai de fabrication, on a voulu séquencer un petit peu les choses avec des premières installations de maisons qui vont intervenir sur le printemps, le temps de la fabrication, de l'installation et du grutage des maisons, en tout cas de leur livraison et de leur installation chez les particuliers. Et ensuite, le deuxième volet qui interviendra très rapidement après,
avec une deuxième collecte, les Tiny 2, qui se réalisera sur la première brique en suivant. D'accord. Donc, on a des intérêts mensuels sur ce projet-là. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je sais que pas mal d'investisseurs aiment cela. On a une fiducie sur titre. On reparlera un petit peu de la couverture tout à l'heure. Je crois qu'il y a quelques slides dessus. Et 2 GAPD, ou DGAPD d'ailleurs, sur quelques sociétés. Alors, ce qui est intéressant de comprendre aussi, j'ai mis un petit peu de temps aussi à la lecture, hein, c'est qu'aujourd'hui, donc, le groupe va lancer justement, va commander ces tiny house. Elles vont être installées donc, chez les particuliers. Et derrière, donc, la société, elle, va récupérer 75% du chiffre d'affaires et les propriétaires donc, du terrain où la tiny house va être installée vont, eux, récupérer 25% donc, du chiffre d'affaires. Oui, concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que des particuliers vont voir une tiny house arriver sur leur terrain. Elle va être installée chez eux gratuitement. Un bail est signé entre les propriétaires et My Little Invest pour mettre à disposition ce terrain qui doit faire une surface de 50 mètres carrés minimum. Et en fait, la tiny house va être posée gratuitement et les locataires, les propriétaires vont pouvoir bénéficier d'une rente locative de 25% du montant total des loyers qui vont être encaissés par My Little Invest. Et ça représente quand même une somme annuelle qui est de l'ordre de 4 000 € pour les particuliers qui vont toucher cette rentabilité sur leur terrain qui n'apportait pas de rendement jusqu'à l'installation de cette tiny house. Donc, c'est très intéressant pour eux. On amène de la rentabilité en monétisant le foncier. Sachant qu'ils n'auront pas la gestion locative à faire, vu que c'est la société qui va gérer ça. Voilà, ça sera intragroupe. Donc, je vous propose d'avancer un petit peu sur... alors, ces éléments-là, peut-être pas à ce niveau-là, on va regarder. Je crois que j'ai surligné pas mal de petites choses, notamment, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc fabrication des tiny house entre 6 et 12 semaines donc, pour la fabrication et la livraison. Donc, effectivement, au côté printemps, ça devrait déjà voir le jour. La synthèse, je propose qu'on la garde pour la fin et puis on va peut-être avancer un petit peu sur le produit proposé. Donc, on est sur 19 mètres carrés. Il y a une chambre, une salle de bain, une pièce à vivre. Donc, c'est fait pour 4 personnes. Donc, à mon avis, ça va toucher quand même une certaine cible côté Airbnb et Booking parce que c'est des plateformes sur lesquelles voilà, ce type de location va être proposé. Après, je ne sais pas si vous avez des éléments peut-être à rajouter sur le produit en tant que tel. Bon, après, c'est des outils totalement isolés qu'on peut utiliser 365 jours sur 365, j'imagine. Oui, alors tu as parlé des délais de fabrication. Ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est au-delà des délais de fabrication, c'est les délais d'installation. La tiny house, elle est installée en moins de 24 heures chez un particulier. Donc, on vient créer un logement chez des particuliers en moins de 24 heures. Et inversement, on peut désinstaller et retirer cette tiny house en moins de 24 heures. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est très liquide, si je puis dire, sur l'installation et la désinstallation. Et si demain, on voit qu'il y a une tiny house qui est moins performante que les autres en termes d'exploitation locative, eh ben, il y aura la possibilité pour le propriétaire qui souhaite, par exemple, ne plus avoir cette tiny house sur son terrain, l'avoir désinstallée de manière très facile et très rapide. D'accord, c'est très intéressant. Et par contre, côté réseau, tout ce qui est assainissement, l'eau, l'électricité, il faut que le propriétaire prépare déjà les raccordements ou c'est... Ce qui est raccordement au réseau, viabilisation est effectué directement par My Little Invest. D'accord. Intragroupe par My Little House qui se charge de toutes les prestations de construction, d'installation de la tiny. Ouais, donc ça doit être anticipé en amont et puis pour que après, voilà, le jour même, ça puisse être raccordé. Pas de souci. Alors je vais avancer un petit peu. On a quelques visuels, donc ça n'hésitez pas en tant qu'investisseur à bien regarder la plaquette dans le détail. C'est important d'analyser les projets. On ne l'a pas précisé, Laurent. Je me permets de te couper, excuse-moi, mais il faut savoir que les tiny house, quand elles sont installées chez les particuliers, elles sont installées meublées, tout équipées, avec le linge de maison, avec les serviettes de bain. Le groupe My Little Invest, comme tu l'as souligné tout à l'heure, va gérer l'exploitation locative, dispose de sa propre conciergerie et assure toute la maintenance liée à l'exploitation de la tiny house pour le compte des particuliers. D'accord. C'est vrai, c'est tout clé en main. C'est pas mal comme type de projet, ça c'est certain. Je vais descendre un petit peu. Hop.
Alors, concernant le remboursement du projet, alors on reviendra sur la fiducie peut-être après, il y a deux hypothèses qui sont évoquées. La première, donc, c'est un autre financement par une banque ou un fonds d'investissement, ça c'est la première possibilité, ou la deuxième possibilité, ça serait de se rembourser sur les revenus locatifs générés par cette activité-là. Oui, complètement. On a eu beaucoup d'échanges avec les opérateurs sur la manière de structurer le dossier. C'est un dossier qu'on a traité bien en amont. L'idée pour eux, c'est un montage qu'on a déjà pu pratiquer sur d'autres projets, principalement sur les bridges hôteliers. Je repense à l'Alpha, un des projets historiques qu'on avait pu faire en début d'année. L'idée, c'est bien sûr de venir débloquer ce capital amorçage qui va permettre le lancement de l'activité et la production en fait de bilans d'exploitation qui vont permettre derrière à nos amis les banquiers d'être plus rassurés sur les capacités du modèle. C'est très compliqué d'obtenir des financements sur un lancement d'activité. C'est pour ça qu'on s'est basé sur une durée prévisionnelle de 24 mois avant l'entrée en jeu d'un refinancement long terme, type banque ou fonds d'investissement. D'accord. Ce serait l'idéal. Bien évidemment, il y a toujours des sujets, étant donné que on ne sait pas comment peut évoluer la politique de taux actuelle. On ne sait pas quelle va être la politique des banques sur l'octroi des crédits. Donc, on a voulu travailler un scénario de repli qui soit cohérent avec les prévisionnels du projet des Tiny's, en intégrant un amortissement en quelque sorte du capital au-delà de 24 mois, qui certes freinera la capacité de réinvestissement et donc le développement des Tiny's à l'échelle de la métropole lyonnaise, mais qui permettra en tout cas de sortir l'emprunt, la première brique, sous 36 mois. D'accord. J'ai une petite question vis-à-vis des contraintes potentielles du projet qui m'a été posée sur un groupe. Est-ce que côté urbanisme derrière, enfin, est-ce que ces tiny houses vont être positionnés sur quelques communes? Est-ce qu'il y a une vraie diversification? L'idée sur les 55 tiny houses, c'est de les installer sur, je ne sais pas, une trentaine de communes. Et est-ce que derrière, côté urbanisme, pour l'instant, peut-être que les maires et les services dédiés à l'urbanisme sont plutôt positifs? Est-ce qu'il n'y aurait pas potentiellement une contrainte plus tard si ça se multiplie de manière assez importante? Alors, c'est une très bonne question, Laurent. C'est un point naturellement qu'on a évoqué et étudié avec les porteurs de projets. Comme tu l'as souligné plus tôt, on est sur une tiny house qui fait moins de 20 mètres carrés. Elle fait 19 mètres carrés. On est dans le cadre du coup d'une déclaration préalable pour pouvoir installer ces tiny houses. Donc, il y a de l'urbanisme, mais c'est l'urbanisme qui est une relation entre le porteur de projet et le client particulier sur lequel il y aura son terrain. Ça signifie quoi? Ça signifie, comme on l'a souligné dans le document de présentation, aujourd'hui, le groupe My Little Invest, ils ont reçu 250 demandes de baux pour recevoir des tiny houses. Il y a un comité de sélection qui va se réaliser pour choisir quels baux vont être signés pour accueillir les tiny houses avec les meilleures rentabilités. Et ça signifie aussi qu'on va cibler les communes qui sont favorables à ce qu'il y ait des tiny houses qui soient installés chez les particuliers. Et donc, naturellement, les demandes d'EDP seront des conditions suspensives de signature du bail avec les clients particuliers. On ne pourra pas installer de tiny house chez les particuliers si l'ADP n'est pas obtenue et purgée. C'est un préalable à toute intervention et à toute installation de tiny house. Voilà. Et ça, on est en DP parce qu'on est dans la règle d'une installation immobilière qui est comprise entre 10 et 20 mètres carrés chez des particuliers. Alors, il y a aussi le scénario de repli où la tiny arrive sur roulette, mais on préfère partir quand même sur la version où elle est bien implantée sur le terrain. Voilà, parce qu'il y a, et Romain souligne cela, parce qu'il y a des tiny houses qui sont effectivement mobiles et déplaçables, et donc qui ne nécessitent pas de DP. C'est très particulier. Il faut jouer avec les règles dans certains cas. Est-ce qu'il y aurait une terrasse sur la tiny house? C'est une question que je me suis posée aussi personnellement. Alors, il n'y a pas de terrasse à proprement parler dans le cadre de la tiny house, mais la tiny house est posée dans son environnement qui est généralement un terrain. Sur l'exemple que tu as dans la fiche de présentation, donc c'est une tiny house qui est située sur la commune de Saint-Didier au Mont-d'Or, à proximité de Lyon, dans l'ouest lyonnais. On voit par exemple que le terrain sur lequel a été installée la tiny house a été un petit peu terrassé pour pouvoir accueillir
accueillir cette tiny house. Et là, typiquement, on est sur une opération qui initialement était une opération de marchand de biens, qui a été intégralement réhabilitée pour accueillir des appartements exploités en Airbnb, et un lot supplémentaire a été installé au travers de cette tiny house pour un ensemble d'une vingtaine de logements, d'une piscine de copropriété, intégralement exploitée en Airbnb et qui aujourd'hui fait un très très gros taux d'occupation, notamment sur la tiny. Je doute que ça doit bien marcher, surtout vu le prix. Alors, on va revenir sur le prix de la nuitée. Concernant le check-in, check-out, faisant aussi de la location courte durée à titre personnel, est-ce que aujourd'hui c'est un check-in, check-out, c'est automatisé? Est-ce que la société interviendra pour la remise des clés? Parce que j'imagine que le propriétaire, lui, il n'y a aucune intervention sur cette partie-là. Non, il y aura un système de boîte à clés avec des codes d'accès qui permettront en fait aux clients locataires d'être tout à fait autonomes dans leur check-in et check-out. Et ensuite, le service de conciergerie interviendra pour assurer notamment le ménage et la maintenance, parce qu'il y a une maintenance qui est prévue sur la tiny house tout au long de son exploitation dans le cadre du contrat de bail. Donc voilà, les choses sont très carrées de ce côté-là. C'est important. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une clim aussi. Donc, c'est des choses, voilà, belles prestations. C'est Ouais, important aussi. En pompe à chaleur, donc réversible chaud-froid avec des très bonnes normes environnementales et énergétiques. Donc voilà, on est en équivalent RE 2020 sur l'opération, enfin sur les tiny house, avec une garantie de 10 ans d'ailleurs sur la tiny house. Donc c'est très intéressant pour on va dire la durée de vie. Je sais que la question de la durée de vie des tiny house a été évoquée. Donc on a une garantie dans le cadre du contrat de bail sur ce pied. Ouais. On va y revenir tout à l'heure, parce que je sais que le propriétaire du terrain peut racheter potentiellement la tiny house. Alors, je crois que c'est noté un petit peu plus loin. On va peut-être terminer sur le prévisionnel financier. Donc, 2 scénarios, comme on l'a dit, avec refinancement, donc pour une sortie en 2027, ou alors scénario sans refinancement. Mais là, effectivement, ça va freiner un petit peu le développement de la société, mais il y aura un remboursement donc sur les revenus locatifs. Après, sur ces 2 slides, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques petits éléments, parce que c'est quand même un point important, mais il y a plusieurs scénarios de sortie. Après, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a un gros travail sur le prévisionnel initial qui a été réalisé pour venir le challenger, parce que c'est vraiment aujourd'hui l'élément majeur du dossier. C'est les perspectives de rendement pour le particulier, parce que c'est lui le client in fine, et pour My Little Invest. L'idée c'était de partir du prévisionnel de base, d'intégrer les décalages sur la mise en exploitation des 110 premières maisons, étant donné ce phasage en 2 tranches. Également de mettre en place une progressivité du taux d'occupation, du prix de la nuitée sur les 3 premières années. Bien souvent, c'est ce qui est constaté sur Airbnb. C'est assez compliqué d'aller chercher des taux d'occupation aux alentours des 65-70% sur une première année, sur un premier lancement, tant que la clientèle n'est pas bien constituée. C'est pour ça qu'on a pas mal dégradé les hypothèses initiales pour arriver sur un schéma quand même qui nous paraissait assez compétitif, avec un taux d'occupation sur la première année de 50% et un prix de la nuitée de 50 €. On divise quasiment par 2 les prix constatés sur la métropole lyonnaise. Voilà, tout en sachant, Laurent, que ces prévisionnels, ils n'ont pas été inventés. On les a réalisés sur la base d'existants. Aujourd'hui, My Little Invest, les porteurs de projets ont déjà des tiny house en exploitation. Donc, on a pu avoir des données à traiter, que ce soit sur les taux d'occupation, sur le coût des nuitées, sur les localisations, qui nous ont permis de fonder nos prévisionnels qu'on a validés avec eux. Et qu'on a bien sûr stressé pour pouvoir voir les différents scénarios de sortie sur l'opération qu'on présente ce vendredi. Oui, c'est ça. Okay. Le modèle est un peu exponentiel, c'est ce que remontre un peu les prévis. C'est-à-dire, plus il y a de maisons, plus on peut faire de maisons. Étant donné que les porteurs de projets ont d'ores et déjà une demande assez importante sur les baux, uniquement pour l'instant sur la métropole lyonnaise, et peut-être sur... Oui, mais alors sur ce point, aujourd'hui, c'est important que tu le soulignes, merci Romain, il commence sur la métropole lyonnaise, principalement d'ailleurs dans l'ouest lyonnais, spécifiquement autour de la zone Tech Lead, pour ceux qui connaissent, qui est une zone qui attire beaucoup d'entreprises et du coup beaucoup de salariés ou de personnes qui sont amenées à venir travailler sur cette zone-là. On parle de plus de 60 000 salariés dans la zone de l'ouest lyonnais, ce qui attire une grosse clientèle de location en courte durée.
Le groupe My Little Invest étant installé dans cette zone-là, a décidé de lancer cette activité ici, mais a vocation à l'étendre sur tout le quart sud-est de la France assez rapidement. D'accord. Ah non, ça paraît logique. Et puis, c'est vrai qu'avec un prix de nuitée aux alentours voilà, de 62, 63 euros 2027, 2028, et même moins d'ailleurs en 2026, parce qu'effectivement, il faut faire l'annonce, il faut qu'elle soit validée aussi inévitablement sur Airbnb, Booking, ça demande du temps. Mais on est sur des prix vraiment assez intéressants. Ça va casser globalement le marché. Je sais que d'ailleurs, il y a un investisseur qui a partagé quelque chose sur mon groupe Telegram en disant que, en moyenne, on était plus ce côté Airbnb à 112 euros la nuitée sur Lyon et les alentours. Alors certes, ça s'intègre peut-être Lyon, là, vu qu'on va être un petit peu en dehors, ce sera un petit peu moins, mais à 60 euros, on est dedans, quoi. Il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Et puis du coup, c'est intéressant aussi pour notre opération parce que comme on va avoir des rentrées d'argent de manière mensuelle de par l'exploitation locative qui est sécurisée, les flux financiers des loyers sont sécurisés dans notre patrimoine fiduciaire, on pourrait y revenir un petit peu après si tu veux, Laurent, Oui. Ça nous permet de verser des coupons mensuels aux investisseurs sur ce projet. D'ailleurs, on a prévu de séquestrer les 6 premiers mois d'intérêt pour les investisseurs, le temps que l'exploitation soit complètement lancée sur l'ensemble de ces tiny house. C'est assez intéressant sur ce projet. Ça, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de souci. On va revenir peut-être sur ces points-là également dans la synthèse. On a aussi un taux d'occupation qui est estimé, alors en année pleine, après, quand ça sera vraiment lancé, aux alentours de 75%, ce qui n'est pas non plus monstrueux. Voilà. On peut faire aussi un peu plus, donc c'est une estimation tout à fait correcte là-dessus. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. Le bail, alors vous en avez parlé tout à l'heure, donc aujourd'hui, j'imagine qu'ils ont proposé cela à un certain nombre de particuliers, 250 baux signés à leur côté propriétaire. Néanmoins, après, comme vous l'avez dit, il y a un comité de sélection qui va sélectionner les meilleurs emplacements, inévitablement. Ça, je ne sais pas si vous voulez nous en dire un petit peu plus, notamment pour les 55 premières tiny house. Mais effectivement, ça me paraît important de choisir les meilleurs emplacements pour louer un maximum. Ça, c'est un point clé. Oui, je vais pouvoir compléter. Donc, effectivement, le groupe My Little Invest, donc il y a 5 associés sur cette structure. On a des directeurs commerciaux en relation avec les particuliers aujourd'hui qui reçoivent des demandes quotidiennes pour pouvoir installer des tiny house, parce que concrètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on permet à des gens qui, sans investissement de leur part, de pouvoir générer une rente locative chez eux. Donc ça, c'est quand même une promesse qui est fabuleuse pour eux. Donc il y a de la demande. On a reçu tous les différents baux, donc pouvant illustrer leur capacité à sourcer un grand nombre de clients, et il y a effectivement un comité de sélection qui aura vocation, comme on l'a dit plus tôt, à choisir les meilleurs emplacements, les plus rentables, les plus susceptibles d'attirer du monde. Donc c'est très bien ficelé, je puis dire, pour My Little Invest. Ok. Donc, côté travaux, pas de souci. Conciergerie, donc on l'a dit, c'est une. Alors, je ne sais pas si c'est la même société ou une autre société, mais intragroupe qui va gérer donc l'exploitation. Effectivement, là, vu de volume également, il y a beaucoup d'optimisation à faire, mais ça va être assez logique pour le mettre en place. Signature des baux, pas de problème. Je n'ai pas de souci. Après, je ne veux pas que la vidéo soit aussi trop longue pour nos amis investisseurs, mais d'ailleurs, n'hésitez pas, vous, à votre niveau, à prendre le temps de lire complètement la plaquette. Le groupe, donc la société, elle a été créée récemment, décembre 2024. Oui, tout à fait. Donc pour les Alors, ils étaient en lancement d'activité depuis un certain temps. Hein. C'est un projet qui porte depuis plus d'1 an et demi maintenant. Là, la structuration juridique des sociétés, elle date de décembre 2024 parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Par exemple, on parlait de la conciergerie juste avant. Donc, il y a une organisation qui a été faite avec des holdings, avec une filiale qui s'occupe spécifiquement de la conciergerie, une filiale qui s'occupe qui est propriétaire des tiny house, la société qui va fabriquer, par exemple, le mobilier pour l'intérieur des tiny house. Voilà, ils ont vraiment en vase close entre les différentes structures du groupe pour répondre à tous les besoins de l'exploitation de ces tiny house. Voilà, et donc on a les différents acteurs du projet qui sont 5 chefs d'entreprise chevronnés, qui ont tous eu des expériences de dirigeants dans le passé avec succès dans différentes activités, principalement autour de l'immobilier, mais pas que, et ce qui nous permet d'avoir un panel de compétences relativement étendu.
Ok, merci. Concernant les garanties, donc on a une ou plusieurs GAPD, c'est plusieurs GAPD si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, j'ai une question d'un investisseur qui me le posait. Pourquoi, d'ailleurs, ça arrive sur d'autres projets, prendre plutôt, dans certains cas, alors une hypothèque ou une fiducie, mais pourquoi associer plutôt une GAPD qu'une caution personnelle? C'est une question qui me revient souvent, donc c'est pour ça que je vous la pose, j'en profite. Alors, on double souvent nos sûretés réelles, donc fiducie, hypothèque, avec des sûretés personnelles, des garanties à première demande et ou des cautions des porteurs de projets directement. En l'occurrence, là, la société, elle va avoir vocation. Enfin, on a pris 2 GAPD sur les sociétés qui vont porter réellement l'activité de ces tiny house. L'idée, c'est qu'elle soit pleinement impliquée dans le succès de cette opération. Et donc, au-delà de l'aspect économique de notre financement, on a besoin qu'il y ait un engagement de leur part à garantir le succès du projet, de son remboursement. Alors, aujourd'hui, la grosse sûreté sur notre financement, c'est la fiducie. C'est la fiducie sur la société, le groupe qui va détenir toutes les tiny house, qui va en être propriétaire et qui sera la première sûreté appelée en termes d'exécution si demain il devait y avoir un souci sur le bon remboursement du projet. Par contre, la garantie à première demande nous permet d'avoir un titre exécutoire très rapide sur les sociétés du groupe qui portent l'activité. C'est très clair. Concernant la fiducie, donc on a une levée de fonds d'1 150 000. Ça sera rechargeable avec la deuxième partie de la collecte, donc dans quelques mois. Vis-à-vis de la couverture, alors ça c'est une question, je crois que j'ai passé, c'est peut-être dans la synthèse, c'est une question de fond autour de la couverture fiduciaire, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, je vais essayer de retrouver la slide. Tu peux, Laurent. Comment? On peut parler de couverture fiduciaire. Je recherche la slide où il y a le prix du marché. Ça doit être la slide 5. C'était parti dans le mauvais sens. Voilà. Donc la valeur de marché, alors j'imagine qu'ils ont un prix bien plus bas vu le volume acheté, mais la valeur du marché unitaire, 65 000 €. Donc là, vous avez intégré une décote de 25%, ce qui ferait retenue par sécurité 48 000 €. Est-ce que, alors c'est une décote pour, si on se dit un remboursement dans 3 ans, ou est-ce que c'est une décote parce qu'on achète neuf et puis d'entrée, dès que c'est vendu, on rajoute une décote? Est-ce qu'il faudrait, la question derrière cela, c'est est-ce qu'il faudrait rajouter une décote un peu plus importante vis-à-vis voilà, de 3 années d'exploitation qui vont faire que la tiny house va perdre en valeur? C'est un petit peu ça le sens de ma question. Alors, la valeur de marché aujourd'hui, elle est de 65 000 € parce que My Little Invest, au-delà de simplement faire de l'exploitation, elle permet aussi, enfin, elle commercialise des tiny house auprès de particuliers qui souhaiteraient eux-mêmes gérer leur propre exploitation. Donc ça, aujourd'hui, My Little Invest vend des tiny house, 65 000 € pièce sur le modèle qu'on a présenté. Il y a différentes tiny house avec différentes surfaces et différents modèles. Nous, on est concerné uniquement par le modèle de 19 mètres carrés qu'on a évoqué plus tôt. On a pris une décote de 25%. Ça correspond aussi traditionnellement à nos niveaux d'exposition sur des opérations de financement de marchand de biens, où quand on va prendre une garantie hypothécaire, on va solliciter un LTV, par exemple, un loan to value, qui va nous permettre d'être suffisamment couverts si demain on devait avoir à exécuter notre sûreté. Donc on est parti sur une décote de 25%. Aujourd'hui, sur 110 tiny house, ça nous permet d'avoir une valeur totale retenue de 5 362 500 € pour un financement qui, je le rappelle, est d'1 150 000 € sur ce projet de vendredi, donc avec une très bonne couverture. Tu l'as dit, les tiny peuvent se dégrader, c'est une question qui a été posée. On a un contrat de maintenance et on a une garantie pendant 10 ans sur les tiny house. Donc ça, c'est quand même très important, ce qui assure la valeur de ces tiny sur une valeur réelle de marché. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent être installées en 24 heures, elles peuvent être désinstallées en 24 heures en vue d'être vendues. Ok. C'est très clair pour moi. Non, belle couverture sur ce projet. Après, j'imagine que derrière, si on exécute une fiducie sur un tel projet, vu le volume et le nombre de tiny house à revendre,
qu'il y aura, voilà, c'est une certaine décote un peu plus importante, mais vu la couverture, on est largement suffisant. Alors après, j'avais une question complémentaire aussi qui m'a été posée vis-à-vis de la deuxième collecte qui aura lieu dans quelques mois. Est-ce que ça sera globalement le même montant? Et est-ce que les investisseurs, en fait, auront, est-ce qu'il y aura une priorité entre les investisseurs de la collecte numéro 1 et la collecte numéro 2? Si la collecte numéro 2, d'ailleurs, se fait, hein. Après, peut-être qu'il y aura également, enfin, je ne sais pas, derrière, vous allez peut-être attendre aussi le fait que la première partie du projet soit lancée pour voir un petit peu comment ça se passe avant de lancer la deuxième partie. Mais si la deuxième collecte se réalise, est-ce qu'il y aura une priorité entre les investisseurs de 2024 et les investisseurs de 2025, ou est-ce que ce sera tout le monde au même niveau vu que la fiducie est rechargeable? Alors, effectivement, on va déjà on va y mettre un pied devant l'autre. On va déjà faire cette opération demain pour les Tinies 1. On espère que la communauté va y répondre favorablement parce que nous croyons fortement à ce projet pour l'avoir porté en interne avec Romain et étudié longuement, analyser des scénarios stress. On croit fermement que ce projet va fonctionner et on croit en ces porteurs de projets. Après, pour ce qui est de la seniorité, parce que c'est de ça dont on parle entre les investisseurs, on sera sur 2 financements distincts avec des sûretés qui seront de même nature, mais qui auront vocation à être... on sera sur 2 financements bien distincts. Donc, il n'y aura pas de confusion entre les investisseurs sur ces 2 projets. D'accord. C'est très clair. Alors, il y a un autre élément que je voulais évoquer, partager, c'est également le fait que la société a déjà investi donc 450 000 € dans le projet. Pour amorcer le projet, c'est important de le souligner. Voilà, ça représente pas tout à fait 30% quasiment, donc c'est important également qu'il y ait ce type d'apport, hein. Ça sécurise aussi le fait que les porteurs soient investis. Et je voulais peut-être revenir sur la synthèse. Donc effectivement, point faible, alors pas de propriété foncière, effectivement, mais c'est tout le business plan derrière, cette facilité justement de pouvoir poser les tiny house où l'on veut, de les retirer si besoin. Ça ne marche pas. Donc ça se comprend totalement. Et après, donc l'expérience des porteurs de projet, vous l'avez souligné tout à l'heure avec 2 expériences par le passé. Écoutez, moi, à mon niveau, j'ai globalement fait le tour des sujets que je voulais aborder. Donc, je rappelle, donc 1 150 000 € donc collectés donc demain, vendredi. Je ne sais plus l'horaire de la collecte, on peut le rappeler. La collecte aura lieu à 10 h sur la première week. Sachant que donc on est sur un rendement de 12%. Je vous rappelle, pour vous en tant qu'investisseur, si le projet vous intéresse, écoutez, vous pourrez rajouter le code bonus LFL sur le projet. Et également, si vous souhaitez découvrir la plateforme, j'en profite, vu qu'il y a une petite offre autour des fêtes de Noël qui vous permettra d'obtenir 2% de cashback sur votre premier projet. Voilà, si vous voulez découvrir la plateforme, ça peut être le moment. Et puis, globalement, ayant moi un petit peu balayé tous les sujets et toutes les questions que j'avais envie de poser, tout simplement, je vais vous laisser le mot de la fin sur le projet. Peut-être qu'on a oublié quelques points importants, donc je vous laisse compléter. Écoutez, comme le dit très bien Laurent, on vous donne rendez-vous ce vendredi à 10 h pour accompagner nos porteurs de projets dans le lancement de cette aventure. On vous espère nombreux. Je te laisse ajouter ton mot de la fin. Et merci pour votre confiance constante en tant que briqueur à soutenir tous nos projets au quotidien. Et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et merci Laurent de nous avoir invités à faire cette vidéo à tes côtés. Un plaisir.